Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où je reçois aujourd'hui Marie Favereau-Doumanjou. Bonjour Marie. Bonjour. Alors Marie, vous êtes maîtresse de conférences en histoire médiévale à l'université Paris-Nanterre. Vous avez été assistante de recherche à l'université d'Oxford et membre du projet européen Empire nomade entre 2014 et 2019. Vous êtes également membre scientifique de l'Institut français d'archéologie orientale et vous avez été boursière Fulbright à l'Institut des études avancées de Princeton entre 2009 et 2010, puis enseignante chercheuse postdoc à l'université de Leyde entre 2011 et 2014. Alors, dans votre nombreuse, on va dire, bibliographie, vous avez publié notamment plusieurs ouvrages sur Gengis Khan, l'Empire mongol et l'Islam, et très très récemment, au Harvard University Press en 2021, vous venez de faire paraître The Horde, How the Mongols Changed the World, et vous avez aussi rédigé en grande partie le dossier récemment paru dans le magazine L'Histoire autour de Gengis Khan, dont vous êtes spécialiste, on l'aura bien compris, des Mongols de cette période-là, et on va évoquer avec vous une série qui est parue sur Netflix, qui parle des Mongols et aussi d'un des grands explorateurs connus italiens, Marco Polo. Alors justement, Marie, pour commencer, peut-être cette série Marco Polo, est-ce que vous pourriez la présenter et en faire un pitch rapide ? Oui, avec plaisir. Alors, c'est une série d'ailleurs que j'ai regardée quand elle est sortie en 2014. J'ai regardé toute la première saison, je me souviens. J'ai un peu regardé en travers la deuxième saison et puis il n'y a pas eu de troisième saison. Donc voilà, donc j'en ai une vision d'ensemble. Alors, c'est une série donc américaine qui a pour personnage principal le jeune Marco Polo, donc dans sa tranche d'âge, en gros dans sa vingtaine, quand il part avec son père, il a à peu près 17 ans à ce moment-là, vers les terres du Grand Khan, donc vers la Mongolie et la Chine, à la fin, donc dans les années 1270. Donc tout ça se passe en gros dans le dernier tiers du XIIIe siècle. Et donc, il accompagne son père et son oncle à la cour de Kubilai Khan, où il va finalement rester quasiment une vingtaine d'années avant de revenir à Venise, en ville où il est né, donc où il va mourir 20 ans après, en gros dans les années 1320, on ne sait pas exactement la date précise de sa mort, vers 1324. Donc il aura passé finalement 20 ans de sa vie quasiment dans l'Empire mongol, donc c'est quelqu'un qui est très connu par le témoignage de son ouvrage qui a été écrit en grande partie par Rusticello de Pise, donc un homme de lettres, un homme de cour, qui a une culture un peu plus raffinée que celle de Marco Polo. Et le texte, on n'a pas le texte original, mais il a été rédigé dans un mélange de français et de vénitien. Ce texte a beaucoup circulé et donc évidemment le personnage de Marco Polo, son œuvre ont donné lieu à de nombreuses soit films ou œuvres littéraires, etc. Alors la série donc en fait utilise comme prétexte le voyage de Marco Polo et son séjour dans l'Empire mongol pour raconter tout un tas d'événements, d'aventures divers et variés, qui sont pas du tout fiables historiquement, mais je crois que c'est pas du tout l'idée de la série non plus. C'est assez clair qu'il y a un habillage historique et puis ensuite on va raconter des tas d'aventures. Juste rapidement pour ceux qui veulent la voir, qui s'y intéressent ou qui l'ont vue et qui se demandent quand même ce qu'elle apporte cette série par rapport à des précédents, à des films qui ont été tournés sur Marco Polo, etc. Je dirais que il y a une volonté de la part du créateur d'être quand même de montrer un peu le monde nomade, de montrer un peu la cour mongole dans toute sa diversité, notamment culturelle. Donc il y a la présence de marchands et financiers centra-asiatiques, musulmans. Il y a les différentes parties de la population chinoise. Donc il y a une volonté, et puis la présence des Italiens. Tout ça, c'est quand même pas trop mal expliqué. Donc il y a cette idée de montrer la diversité de cette cour.
Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Ça donne une image intéressante de la série, et puis de ce qui s'est passé de cette période très riche du XIIIe, XIVe siècle. Par contre, là où ça devient un peu, en tout cas moi en tant qu'historienne, ça m'ennuie très vite, c'est tous les aspects un peu orientalisants, ridicules, du style le harem du Khan avec les 300 femmes, les 300 concubines ou je ne sais pas quoi. Ça c'est vrai que c'est un peu les fantasmes un peu ridicules des Occidentaux sur l'Orient. Et puis, qu'est-ce que j'ai noté encore? Ah oui, il y a aussi autre chose qui, moi, me semble complètement à côté, c'est tout ce qu'il y a autour des arts martiaux. C'est-à-dire que Marco Polo va apprendre les arts martiaux auprès d'un maître, etc. Bon, tout ça c'est vrai que c'est un mélange des genres pourquoi pas, mais qui n'a rien d'historique. Voilà. Que vous dire encore? Ensuite, c'est pas inintéressant, cette série-là, elle n'a pas été du tout tournée en Mongolie et pas du tout avec des acteurs mongols. Les acteurs sont principalement, je crois, américains, anglais, chinois, mais pas mongols. Et elle a été tournée, alors en partie, pour le coup, même pas en Chine, je crois qu'ils n'ont pas eu vraiment d'autorisation, mais au Kazakhstan. Et c'est vrai que d'un point de vue des paysages, pour les steppes, il y a des endroits qui sont tout à fait intéressants visuellement, qui du coup sont assez proches de la Mongolie, de ce point de vue-là. Donc ça, c'était un choix tout à fait judicieux de la part du réalisateur. Et dernière chose, il y a quand même un point que j'aime bien dans cette série, je voudrais le signaler, c'est le fait qu'ils aient intégré des musiques, des chants de gorge mongols. Et il y a un groupe de musique mongole aussi. Donc ça, je trouve que ça a un côté qui est assez plaisant. Et voilà, bon, c'est un tableau un petit peu général, mais disons que pour terminer, je trouve que c'était assez intéressant que tout d'un coup, en 2014, on commence à s'intéresser à nouveau à l'Empire mongol dans les arts, en particulier donc, à travers cette série, mais il y a eu aussi peu avant un film sur Genghis Khan. Il y a des modes autour de l'Empire mongol, il y a des périodes, comme il y en a eu dans les années 50, par exemple, il y avait plein de films qui sortaient sur Genghis Khan et sur les Mongols, produits par les Occidentaux. Et donc là, du coup, on voit qu'il y a aussi un renouveau. Et ça, c'est pas inintéressant aussi d'un point de vue plus social, un point de vue global. Voilà. Effectivement, ce renouveau-là, vous le montrez bien aussi, peut-être par rapport au grand public, dans ce que vous avez fait, le dossier qu'on retrouve dans le magazine L'Histoire. Et je renvoie d'ailleurs les auditeurs qui voudraient se renseigner véritablement un peu plus en détail déjà vers vos ouvrages et puis vers ces articles-là qui sont très intéressants. Alors peut-être pour celles et ceux qui écoutent tout de suite, Marie, est-ce que vous pourriez ici, en tout début du podcast en tout cas, nous présenter cet empire mongol géopolitiquement? Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que ça se trouve? À quelle époque l'on est là avec la série? Quelque part, en se disant, ce qui est une problématique qui est quand même essentielle, c'est que ça a été le plus grand empire du monde. Oui, alors, du coup, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent, le plus grand empire du monde. Et puis souvent, mes étudiants me demandent, mais est-ce que c'est vraiment le plus grand empire du monde? C'est vrai que d'un point de vue territorial, dans la continuité des territoires, parce que c'est pas du tout un empire maritime, il était gigantesque. Et puis, il y a eu des empires dirigés par des nomades avant les Mongols. Vous avez certainement entendu parler des Huns, des Scythes, peut-être aussi des Xiongnu ou d'autres, ou des Ouïghours. Mais c'est vrai que sous les Mongols, la dimension n'est pas la même, puisque ça fait, alors pas tout à fait la taille d'un continent, mais quand même, dans sa plus grande extension, l'Empire mongol va en gros du Pacifique, donc la Corée est intégrée, le Japon ne va pas être intégré, jusqu'à l'Europe de l'Est, jusqu'à l'Europe centrale. On dit souvent jusqu'à Vienne, mais surtout en gros jusqu'à la mer Noire, jusqu'à l'Empire byzantin. À l'ouest, et au nord, une grande partie de la Sibérie du Sud va être intégrée, Novgorod, donc une partie des principautés russes, et ensuite au sud, l'Afghanistan, l'Iran. L'Inde n'est pas intégrée à l'Empire, pour vous donner un peu une idée des frontières. L'Azerbaïdjan est intégré, etc. Donc, disons que d'un point de vue territorial, c'est vrai que c'est une dimension pour la période médiévale qui est absolument exceptionnelle. On fantasme parfois sur la taille de l'Empire romain, etc. Donc là, on est vraiment dans une dimension bien supérieure. Pour vous le présenter un peu géopolitiquement, il y a aussi introduire un peu de chronologie là-dedans. Je dirais qu'il y a plusieurs phases dans
la constitution de cet empire. La première phase, donc autour de ce personnage central, donc Gengis Khan en français, donc Genghis Khan, qui est en gros va œuvrer surtout à la fin du XIIe siècle, début du XIIIe siècle. Il va construire un nouveau régime politique au sein de groupes nomades qui est dans la région de la Mongolie actuelle. Il va réunir, pour le dire très simplement, les peuples de la steppe et une partie des peuples de la forêt dans cette zone-là, et va constituer clairement un nouveau pouvoir très ascendant. Autour de l'année 1206-1207, va être capable de se confronter à des armées d'empires sédentaires, dont la Chine du Nord, dont je vais reparler dans un instant, et puis d'autres empires en Asie centrale. Et donc il y a cette phase, on va dire, hors de la Mongolie, pour le dire simplement, à partir de 1200, qui commence à partir de 1206, et qui mène les troupes nomades mongoles, vraiment donc en Chine du Nord et en Asie centrale, jusqu'en Iran, jusque dans le Caucase. Donc cette deuxième phase, elle dure à peu près jusqu'en 1227, un petit peu après en fait, mais donc 1227 c'est la mort de Genghis Khan, donc il y a tout un temps de succession un peu complexe, et à partir de 1227, c'est ses successeurs qui sont ses fils, puis ses petits-fils, puis ses arrière-petits-fils qui vont continuer les conquêtes, et on peut dire que la plus grande, à la fin du XIIIe siècle, l'Empire a atteint un peu ce qui sera ses limites territoriales, en incluant donc tout ce qui constitue la Chine aujourd'hui, donc avec tout le sud de la Chine, et puis donc toute l'Asie centrale, jusqu'à une grande partie de l'Anatolie, jusqu'à l'Empire byzantin, et puis donc ce qui fait la Russie aujourd'hui. Et ça va prendre quasiment 70 ans à peu près. Donc déjà, il faut bien avoir en tête cette constitution quand même relativement lente de l'Empire, qui va s'agrandir énormément comme ça, mais progressivement sur plusieurs générations. Et puis, il faut prendre en compte aussi le fait qu'il y a une organisation administrative qui se met en place très très vite dans l'Empire mongol. Dès la période de Genghis Khan, dès le tout début du XIIIe siècle, il y a une organisation, il y a un gouvernement, il y a une armée qui est constamment réformée, réorganisée, etc. Il y a l'acquisition de l'écrit. En fait, il faut vraiment, j'insiste bien là-dessus, il ne faut pas distinguer une période de conquête puis une période d'administration, une période, comme on pourrait dire, de paix et d'organisation. Pas du tout. Dès le début, il y a les deux entremêlés. Plus l'empire s'agrandit, plus l'administration s'agrandit, se transforme, etc. Et donc, d'ailleurs, c'est ça que je trouve particulièrement intéressant à étudier d'ailleurs. Que vous dire encore? Voilà, alors pour les auditeurs qui ne connaissent pas du tout l'Empire mongol, vous pouvez retenir que dans les grands ensembles qui vont être inclus dans cet empire, qui est donc dirigé par des nomades, il y a ce qu'on appelle donc la Chine aujourd'hui, qui est constituée en gros de 3 parties. Donc la Chine du Nord, qui est dominée par les Jurchen, qui ne sont pas d'origine chinoise, qui sont un peu les ancêtres des Mandchous, pour le dire un peu rapidement. Donc ça va être un énorme morceau qui va être inclus dans l'Empire dans les années, qui va être complètement inclus dans les années 1230. Ensuite, donc la Chine du Sud, les Song, ça c'est une dynastie qui va être d'abord un peu alliée avec les Mongols contre la Chine du Nord, et puis qui va finalement être intégrée à l'Empire très progressivement. En gros, on donne généralement comme date 1279, comme date finale d'intégration de la Chine du Sud. En fait, ça va prendre un peu plus de temps. Et du coup, pour ceux qui ont vu Marco Polo, c'est exactement la période de la série. C'est-à-dire que dans la série, on se focalise sur le grand Khan Kubilai, qui est celui qui a mené à bien terminer cette fameuse conquête de la Chine du Sud. Donc, ceux qui représentent les Chinois, les Song, dans la série, c'est, voilà, vous pouvez les replacer dans ce contexte-là. Ce sont donc les Song. Voilà. Et puis enfin, il y a une autre partie qui est un peu la Chine centrale, qui est un royaume très important, qui va être la première conquête, qui va être compliquée d'ailleurs, de Genghis Khan, c'est les Tangoutes.
Et les Tangoutes, eux, ils font, donc c'est une sorte de troisième partie ils sont pas chinois d'origine, ils sont assez proches du Tibet. Et donc c'est aussi un autre espace important. Donc souvent quand on va un peu vite, on dit voilà, alors les Mongols dominaient la Chine. Bon, la Chine d'abord c'est quoi? Voilà, retenez bien ça. Les Qin ou Jurchen au nord, les Song au sud, et puis au centre et un peu à l'ouest, les Tangoutes. Ensuite, l'Asie centrale, à l'époque, elle est en grande partie, mais pas seulement, dominée par des pouvoirs musulmans, et en particulier un pouvoir important qui s'appelle le pouvoir, alors c'est un nom qui est un petit peu difficile à prononcer, Khorezm Shah, donc du Shah du Khorezm. Donc cet espace-là, en gros, couvre une partie de l'Afghanistan, de l'Iran, quasiment jusque dans le Caucase, jusqu'à l'Empire abbasside, en fait, jusqu'à l'Irak. Et toute cette zone-là va être intégrée assez rapidement dans l'Empire mongol. Et ça, c'est vraiment un élément fort et important parce que là, vous avez aussi toute une culture aussi de l'administration, du commerce, de l'État musulman liée à l'islam. Il y a des pratiques qui remontent à plusieurs siècles en arrière. Donc, en fait, l'Empire mongol, assez rapidement, va devoir mettre un peu connecté, d'une certaine manière, équilibrer deux modèles très, très différents d'organisation, un plutôt chinois, on va dire, et un plutôt islamique. Voilà. Et enfin, vous pouvez retenir qu'il y a toute une partie chrétienne slave aussi très importante dans l'Empire mongol. Les Russes vont être intégrés en gros dans l'Empire à partir des années… Alors, il y a des premières victoires célèbres en 1227, mais surtout, c'est une campagne qui va durer une dizaine d'années entre 1235 et 1242 à peu près. Donc, sur cette période-là, les Mongols vont avoir un ensemble de victoires décisives et vont intégrer donc dans leur empire les principautés russes, une partie, ce qui est la Bulgarie aujourd'hui, donc le pourtour de la mer Noire, et puis une partie de la Hongrie, mais qui va rester de toute façon sur la frontière. Donc la Hongrie va rester en dehors, mais avec des relations quand même très fortes avec les Mongols. Donc voilà, donc cet espace russe, slave, on va dire chrétien aussi, qu'il ne faut pas oublier, qui joue un rôle très important. Et une dernière chose, donc simplement juste un tout petit point, puisque là je parlais des chrétiens, la présence du christianisme dans l'Empire mongol est aussi très importante, pas seulement à travers les Slaves, à travers les orthodoxes, mais il y a aussi des nestoriens, des syriaques, qui sont d'ailleurs parmi les membres de la famille impériale. Donc les chrétiens sont aussi nombreux à être représentés aussi en Asie centrale. Il y a de nombreuses communautés chrétiennes. Voilà, et puis il va y avoir aussi les missionnaires, donc les catholiques en fait, qui vont, alors en particulier les franciscains et les dominicains, qui vont jouer un rôle très important dans l'histoire de l'Empire mongol, et des Italiens comme Marco Polo qui va travailler, lui aussi comme d'autres, pour le pouvoir mongol. Donc voilà, donc c'est un espace assez impressionnant et difficile à embrasser du coup d'ailleurs, et à représenter. Donc moi je travaille là, on est voilà, c'est comme la radio, mais c'est vrai que j'aime bien je renvoie les gens vraiment vers les cartes, aller voir les cartes, déconstruisez les représentations géographiques que vous avez des nations actuelles et aller voir les frontières de l'Empire mongol au XIIIe et XIVe siècle. Et puis Marie, pour faire l'histoire aussi de cet empire-là, qui, vous l'avez dit, vous venez de le montrer, très vaste et avec beaucoup de peuples, il y a aussi la question des sources, on fait l'histoire avec des sources. Et là, est-ce que vous n'êtes pas face à une difficulté pour rassembler les différents types de sources qu'il peut y avoir, peut-être aussi en différentes langues d'ailleurs? Oui, alors absolument. Donc ça, justement, c'est exactement, moi je disais, il faut embrasser tout ce territoire, il faut déjà se le représenter, mais à travers les sources, on a aussi un certain nombre de complications. On a énormément de sources sur cette période-là. Donc ça, c'est vrai que c'est fantastique. Pour un historien, pour un médiéviste, on est vraiment content quand on a de la matière. Donc énormément de sources écrites, énormément de textes officiels produits par les Mongols. Et ils ont été produits très rapidement dans différentes langues. Donc les Mongols ont utilisé un alphabet qu'on appelle l'alphabet ouïghour pour écrire le mongol. Ça dès le tout début du XIIIe siècle, et cet alphabet va rester un alphabet extrêmement important pour le pouvoir. C'est vraiment un alphabet officiel, un alphabet qui représente le pouvoir mongol.
mais néanmoins, ils vont, dans leur optique aussi impériale, produire des documents dans toutes les langues pratiquement de l'Empire et dans les différentes écritures, les principales en tout cas, de leur sujet. Donc, bien sûr, l'alphabet arabe, bien sûr, le latin, bien sûr, qu'est-ce qu'on a d'autre comme alphabet? Alors, ils vont créer un autre alphabet qu'on appelle l'alphabet Pakpa, aussi, une écriture qu'on appelle l'écriture carrée, alphabet, donc bien sûr en chinois. Voilà. Donc, les sources sont, de ce point de vue, en fait, c'est assez intéressant parce qu'elles sont à la fois éclatées d'une certaine manière, parce qu'on a toutes ces langues, qu'on peut pas, une seule personne peut difficilement quand même maîtriser tout ça, mais après, au niveau du vocabulaire, du formulaire qu'on retrouve dans ces documents de chancellerie, on va retrouver un peu les mêmes choses, le même type d'expression, le même vocabulaire, souvent d'origine mongole. Et donc, du coup, on a quand même une impression de cohérence, en fait, face à toute cette documentation. Voilà. Donc, ça, c'est pour les documents qu'on pourrait appeler un peu directs, produits par les instances officielles de l'Empire. Il y a aussi assez vite, mais surtout à partir de la deuxième moitié du XIIIe siècle, disons autour des années 1250, des productions de chroniques, en quelque sorte, officielles, qui vont raconter l'histoire de Genghis Khan et de sa famille et des souverains mongols. Donc, c'est vraiment des textes officiels. Alors, il y a au moins 2 textes très connus dont vous avez peut-être entendu parler. L'un, c'est l'histoire secrète des Mongols, qui était donc un texte qui, à l'origine, a été produit en mongol et sans doute en écriture ouïghour. Et puis, il y a un autre texte qui a été traduit en français par la somme des chroniques de Rachid ad-Din, qui était un texte là en persan, qui, donc de la deuxième moitié du XIIIe siècle, principalement, et qui va aussi raconter l'histoire officielle un peu. Donc, on a aussi la manière avec laquelle finalement les Mongols se racontaient, comment ils voulaient être perçus par les élites du monde à l'époque, comment ils se mettent en scène à travers ces chroniques-là. Donc, on a vraiment des éléments très directs comme ça, même si, bien sûr, bon, c'est de l'histoire officielle. On a évidemment les témoignages des populations assujetties. Alors moi, j'ai par exemple beaucoup travaillé avec les sources russes. Il y a énormément de descriptions, alors un peu tardives, mais quand même intéressantes sur la période de la conquête. On en a aussi donc en arabe, en persan, etc. Donc là, c'est pareil, on a une vision très très orientée, bien sûr, et en même temps très complémentaire par rapport au texte officiel. Donc voilà, et puis alors ensuite, quand on travaille sur cette période-là et sur l'Empire mongol, il faut, même quand on est historien, il faut essayer d'utiliser toutes les sources possibles. Donc moi, je vais toujours regarder du côté de l'archéologie, du côté des objets, du côté des peintures, des miniatures, etc. parce que ça permet quand même d'enrichir énormément notre approche. Et donc, ça, c'est vraiment indispensable. On peut pas s'en passer si on veut vraiment reconstruire cette période. Voilà, et je terminerai pour les sources, les monnaies. Moi, j'ai travaillé avec les monnaies dès ma période de thèse, de recherche en thèse. J'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. Je n'étais pas numismate, je me suis un peu formée, etc., avec des collègues. Et puis ensuite, donc, utiliser les monnaies, pas pour faire spécialement une histoire économique, mais vraiment pour s'intéresser aussi aux aspects politiques de la production monétaire, comparer les différents types de monnaies produites. Et puis, quand même, c'est intéressant de voir comment, dans cet empire, ils ont réussi de manière régionale ils ont des productions monétaires régionales. Mais ensuite, ils ont une capacité à aller à organiser des taux de change, à organiser le transfert d'une monnaie à une autre, au moins pour les voyageurs, etc. Donc, tout ce système monétaire reflète quand même la capacité d'organisation assez exceptionnelle des Mongols. Voilà, donc ça fait vraiment pleinement partie de nos sources en tant qu'historien, bien sûr. Je voulais maintenant, Marie, voir avec vous la question du nomadisme, puisque ces peuples-là sont réputés pour être nomades. Alors, on voit très bien à travers la série, est-ce que là aussi c'est bien représenté ou pas, qu'il y a bien sûr un certain nomadisme, mais que celui-ci est aussi teinté de certains aspects d'une sédentarisation de ces peuples-là. Alors, qu'est-ce que la recherche récente dit de cela? Et est-ce que ce qu'on voit à travers la série Marco Polo, sur ce point-là, c'est bien représenté? Alors, oui, ça, c'est une très, très bonne question. Et c'est vrai que ça touche au développement très récent de l'historiographie sur l'Empire mongol.
En fait, c'est vrai que les nomades ont une vision, ont été un peu maltraités dans l'historiographie de manière assez générale pour un certain nombre de raisons. Et en particulier, il y avait beaucoup de clichés qui circulaient, encore récemment, sur l'incapacité des nomades à organiser un État complexe. Et l'idée que finalement, qui vient de nos sources d'ailleurs, d'un certain nombre de sources, on pourra reparler, l'idée que les nomades, c'est la guerre, donc eux sont des guerriers, etc. Ils sont là pour la conquête. Puis après, une fois qu'il faut organiser, il faut que soit ils se sédentarisent, soit ils fassent appel à des sédentaires qui, eux, sont vraiment capables d'écrire et de compter, etc. Donc, quand on travaille sur l'Empire mongol, on déconstruit complètement ce schéma-là. Et on voit que les nomades, en fait, sont absolument parfaitement capables, non seulement d'écrire et de compter, mais ils ont même aussi une mobilité particulière qu'ils mettent au service de l'administration. Donc, ils ont une manière, en fait, d'administrer à eux. Et ils n'ont pas spécialement besoin des sédentaires pour ça. Maintenant, le principe de l'organisation sociale aussi des Mongols, et c'est sans doute quelque chose d'assez lié au pastoralisme nomade, c'est l'absorption, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils vont intégrer constamment à leur rang d'autres guerriers, des administrateurs, des nouveaux sujets, etc. Donc, tous ceux qui entrent dans l'Empire par voie de conquête, ou parce que ils se soumettent spontanément, peuvent trouver une place, d'une certaine manière, dans le grand appareil d'État mongol. Et du coup, les sédentaires vont tout de suite être impliqués, en fait, alors soit pour aider les Mongols à établir un système de taxation adapté aux sédentaires, en tout cas aux paysans. Donc ça, c'est un point important. Et puis, ils vont être totalement intégrés à l'administration mongole. Donc, en fait, ce que nous révèle en quelque sorte l'historiographie récente, c'est qu'il n'y a pas de sédentarisation des Mongols. Les Mongols restent jusqu'au bout des nomades, des souverains nomades. Il y a aussi toute une sorte d'idéologie politique autour de ce nomadisme. C'est pas un nomadisme, c'est un choix politique, très clairement. Ils décident, même si ils peuvent passer du temps en ville, ou même s'ils peuvent construire des villes ou investir dans la construction de villes plutôt, ils restent néanmoins nomades jusqu'au bout. Et par contre, ils embarquent avec eux, même dans leur migration saisonnière, des sédentaires. Donc c'est intéressant de voir les princes russes suivre, par exemple, les souverains mongols pendant des mois. Ou les missionnaires suivre les souverains, les cours mongoles itinérantes pendant des mois. On a pas mal de descriptions intéressantes qui nous montrent comment, pour les sédentaires, c'est tellement difficile de vivre. Ils disent, il faut quand même s'adapter énormément, etc. Donc, c'est une manière de vivre tout à fait différente. Mais il y a quand même beaucoup de proximité, donc, socialement, etc. Beaucoup d'échanges entre sédentaires et nomades à cette période. Et donc, pour terminer, je crois que, comme je le disais tout à l'heure, il faut vraiment voir que les aspects, les aspects d'organisation de l'Empire doivent pas être traités après la conquête. Donc, comme dès le début du XIIIe siècle, il y a une organisation en fonction des changements de société. Donc, il y a des sédentaires qui entrent, il y a des musulmans qui entrent, par exemple, dans l'Empire. Eh bien, Genghis Khan puis ses successeurs adaptent les règlements, les lois, etc. en fonction d'eux. Donc, c'est vraiment un empire qui tient compte des deux modes de vie, des deux modes de production économique aussi, et qui finalement, alors c'est quand même montré dans la série, si vous voulez, parce qu'on voit bien qu'il y a d'un côté les sédentaires chinois, /chinois, et puis les Mongols / nomades, et ils n'ont pas la même vision des choses, etc. C'est énormément, c'est un peu monté en épingle, et moi je pense qu'il y a des éléments d'exagération dans l'opposition, elle est montrée de manière très frontale. Je pense que c'est pas ce qui ressort quand même d'un certain nombre de sources. Au contraire, plutôt une capacité à vivre ensemble, en fait, qui est assez exceptionnelle. Et puis, Marie, par rapport à ça, justement, l'évolution politique de cet immense empire mongol qu'on a longtemps vu comme éphémère, et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui dans la recherche? Parce qu'on voit effectivement que dans sa taille, on va dire, entière, il a pu être bref, mais en fait, il y a peut-être une périodisation différente à voir. Est-ce que c'est celle-là qu'on nous montre dans la série?
Ah oui, alors ça, c'est un très bon, un point important et un point de discussion entre historiens, parce que la chronologie, finalement, on la construit, on la discute, c'est notre outil, et il ne faut pas en être esclave. Et pendant longtemps, on a été très bloqué sur une chronologie très courte de l'Empire mongol, mais c'était toujours cette idée-là, bon, bah, c'est des nomades, ils font les conquêtes, puis après, quand il s'agit d'organiser, bon, bah, ça ne peut pas durer longtemps quelque part, parce que ce n'est pas logique, puisque c'est des nomades. Donc, il y avait cette idée d'un empire très court, qui durait en gros jusque dans les années 1260, jusqu'au moment où, ce qu'on voit dans la série, où Kubilai va commencer à prendre le pouvoir, et puis à partir de là, on voyait une sorte de guerre civile, une séparation, une fragmentation de l'empire en différents autres empires, en gros. Donc, pour les nommer, donc il y avait ce qu'avait la dynastie fondée par Kubilai. Donc ça, là, je renvoie à la série Marco Polo, donc celle qu'on appelle la dynastie Yuan. Au niveau de la Chine, il y avait l'île Rana, les îles Khan, peut-être vous connaissez sous la prononciation française, donc et là qui correspondait en gros à l'Iran et puis l'Azerbaïdjan. Et puis il y avait la Horde d'Or au nord, correspondant en gros à la Russie, et au centre, ce qu'on appelle les descendants de Chagatai ou les Chagataïdes, au niveau de ce qui est aujourd'hui, disons, l'Ouzbékistan et puis une partie des terres ouïghours aussi, etc. Et donc, on disait, ben voilà, à partir des années 1260, il y a ces quatre, en gros, quatre nouveaux empires, en fait, et puis finalement, l'Empire mongol, c'est fini, etc. Or, en fait, et la série va quand même un peu dans ce sens-là, parce que c'est une manière assez traditionnelle de présenter l'Empire. Or, aujourd'hui, on se rend compte que cette séparation en quatre, elle a été quand même extrêmement, comment dire, il ne faut pas la voir de manière rigide comme ça. D'abord, il n'y avait pas quatre grandes régions, il y en avait 5. Ensuite, en réalité, ceux qui sont en Iran et en Azerbaïdjan, les îles Khanides, sont très très proches du Grand Khan, des Yuan. Hein, moi, je les appelle les Toluides, ils sont du même lignage. Donc, il faut en fait aller regarder les lignages pour comprendre en fait les divisions au sein de l'Empire. Donc, s'il fallait redessiner les frontières de ces grandes régions, on le ferait complètement différemment aujourd'hui. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que je pense qu'il faut vraiment continuer à comprendre que pour les élites nomades mongoles de l'époque, ça reste une entité. Le terme empire, de toute façon, c'est notre terme occidental, ce n'est pas le terme qu'ils utilisent eux. Eux, dans les termes qu'ils utilisent, on voit qu'ils continuent à penser le monde, l'ordre mongol, le peuple mongol comme un ensemble, avec des règles communes et une langue commune, entre guillemets, hein, dans le sens symbolique. Et donc, pour eux, même s'il y a des réorganisations politiques et éventuellement des zones de friction, ça reste toujours le même ensemble, donc dans la deuxième moitié du XIVe siècle. Là, il y a encore des évolutions dont on pourra parler plus tard, mais disons qu'en tout cas, si on s'intéresse à l'Empire mongol uniquement à travers les régionalismes, il y a plein de choses qu'on peut plus comprendre en fait, hein, notamment dans les règles d'échange, dans les accords diplomatiques, économiques, etc., qui soudent les différentes parties de l'Empire. Donc, moi, c'est vrai que dans mon travail, je plaide vraiment pour ça, pour une approche beaucoup plus générale en fait de l'Empire, parce que ce serait, voilà, ça me paraît beaucoup plus proche en fait de la situation, sachant encore une fois que on a une vision impériale qui est un peu déformée peut-être par l'enseignement classique de l'Empire romain, par exemple, où on imagine toujours qu'il faut qu'il y ait un souverain, une capitale, etc., une centralisation. Il y a cette idée, un pouvoir fort est un pouvoir centralisé aussi, qui pourrait se discuter en fait. Et quand on regarde l'organisation politique mongole, qui est tout à fait différente, cette idée de un souverain, une capitale, etc., bon, ça se discute complètement. Hein. Ils jouent énormément avec tout ça. Voilà. Donc nous, historiens, il faut qu'on soit capable de déconstruire un peu tous ces modèles. Et voilà. De ce point de vue, évidemment, la série reste un peu, un peu traditionnelle, on va dire. Une autre idée reçue, Marie, par rapport justement aux Mongols, c'est cette idée de, vous l'avez dit, hein, je pense que ça s'axe aussi dans toute la thématique du nomadisme, et vous avez fait le parallèle notamment avec les Huns ou les Scythes, pourquoi pas. C'est l'idée du peuple destructeur. Hein. Longtemps, on l'a retenu comme ça, sur un peuple qui sont nomades, qui viennent, qui pillent des civilisations. Or, aujourd'hui, on a tendance à voir finalement que ce n'est pas que cela et que finalement les Mongols sont aussi constructeurs. Ça semble poindre un tout petit peu dans la série, mais peut-être qu'elle ne va pas là aussi assez loin. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et là, mais pour le coup, c'est vrai que
ils tendent vers ça. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quelque chose qui a un peu évolué. Si on regarde les films des années 50 sur les Mongols, on voit que là, quand même, il y a des choses qui commencent un peu à toucher aussi de plus grandes audiences. Cette idée aussi qu'il fallait accepter, hein, parce qu'elle n'était pas du tout, c'était pas du tout une idée, c'était vraiment une idée reçue, et donc du coup, c'est très difficile de faire accepter aux gens que les Mongols aient bâti des villes, investi dans des bâtiments civils ou religieux. Alors, en fait, le point de départ pour moi dans mes recherches, c'était je me disais, bon, quand on travaille sur la période des conquêtes et sur les guerres de conquête et sur les sièges de ville, etc., il y a beaucoup de descriptions dramatiques, vraiment très impressionnantes, hein, dans les sources. Et c'est très difficile parfois, quand on n'a pas d'éléments d'archéologie, par exemple, de savoir si une ville a été vraiment détruite. Une ville entièrement détruite. Alors, détruire entièrement une ville, c'est quand même un travail particulier. Et les Mongols, ça, par contre, on en est certain, n'étaient pas extrêmement nombreux lors des conquêtes. Donc, on a du mal à comprendre comment, dans certains cas, une ville. En tout cas, moi, je me posais la question. Aujourd'hui, on sait par exemple que Bagdad n'a pas été rasé, des choses comme ça, des choses qui circulent comme ça, Bagdad rasé ou telle autre ville d'Asie centrale rasée. Non. Par contre, ce qui est vrai, c'est que dans certains cas, ils ont cassé les digues, donc ils protégeaient certaines villes de fleuves attenants, et que ça il y a eu énormément de destruction comme ça, voilà. Et puis aussi, les Mongols demandaient à ce que les villes assujetties fassent tomber leurs murailles, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de protection de murs, de murailles, parce que à partir du moment où les villes acceptaient de payer tribut et d'entrer dans l'empire. Donc il y a eu des choses comme ça. Donc il y a eu des destructions, c'est sûr, mais elles ont été extrêmement amplifiées par une vision un petit peu trop peut-être simpliste des sources. Voilà. Alors ensuite, ce qui était assez troublant pour moi et pour d'autres collègues, c'était d'essayer de comprendre comment les Mongols, assez rapidement, dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, en fait, ils sont encore complètement investis dans des conquêtes, comment est-ce qu'ils peuvent... comment est-ce que ça se fait qu'on voit une certaine forme de redressement un peu économique, une forme de prospérité assez vite, avec, par exemple, la construction, alors si on prend l'exemple du Nord et des principautés russes, la construction d'églises en pierre, assez vite vers la fin du XIIIe siècle. On voit qu'il y a un développement, en fait, et visiblement quand même que les capacités quand même pour les gens à commercer, à créer des ateliers d'artisanat, etc. Et donc, c'était pas très compatible avec l'image qu'on avait comme ça de destructeurs des Mongols. Donc, dans mon travail, ce qui m'a permis de répondre un peu à ça et d'expliquer un peu tout ça, c'était de comprendre les statuts au niveau des taxes, des impôts imposés par les Mongols, des tribus et autres, d'essayer de comprendre qui payait pas. Et à partir du moment où j'ai compris qu'un certain nombre de catégories de population étaient exemptées d'impôts, en particulier donc les artisans, en particulier les élites religieuses, donc j'ai été voir qu'est-ce que ces élites, qu'est-ce que ces exemptés d'impôts font de leur argent, puisque du coup ils s'enrichissent. Les Mongols ont poussé à ce que ces élites réinvestissent en fait l'argent des impôts qu'ils n'avaient donc pas payés dans des bâtiments notamment, dans le commerce, etc. Mais surtout dans les bâtiments, dans le construit, dans la pierre, voilà. Et alors notamment dans les bâtiments religieux, les caravansérails. Visiblement. Et donc, du coup, ça explique aussi assez simplement pourquoi, même s'il y a eu des événements dramatiques, il y a eu aussi assez vite une reconstruction dans de nombreuses régions, notamment dans le nord, mais même dans l'ouest de l'Iran aussi, où il y a beaucoup de villes qui ont été reconstruites assez vite grâce à ce système-là. Donc lié. Et là, si vous voulez, c'est important parce que finalement, on se dit que les Mongols ont agi très clairement dans cette situation. C'est-à-dire que on les a longtemps présentés comme des sortes de souverains finalement un peu passifs, dans le sens où voilà, eux, ils avaient conquis en gros telle et telle terre, et puis ensuite, ils prenaient plus vraiment de décisions, mais ils profitaient de cette idée, vous savez, des nomades. Alors l'expression qui revient très souvent en anglais aussi, hein, c'est des prédateurs, comme si c'était des gens qui ne produisaient pas de richesse. Heureusement, on sort complètement de ces clichés. Et là, on le voit, par exemple, dans l'établissement de leur système de taxation. Je trouvais que c'était un biais intéressant pour étudier leur implication, en fait. Hein, leur prix. Ça montre aussi qu'eux avaient tout à fait conscience des capacités de production, par exemple, de telle communauté dans leur empire, et qu'ils essayaient quand même
de soutenir ça, en fait, les productions artisanales, etc. Voilà. Donc, ça, c'est effectivement un autre point qui, je pense, va avoir pas mal d'avenir dans la recherche en histoire et en archéologie. C'est ce travail sur les villes construites par les Mongols, tous les investissements dans le bâti, etc. Et lié à ça, justement, pour montrer l'importance dans cet empire des échanges, du commerce, c'est le fait on le perçoit aussi un tout petit peu dans cette série-là, le fait que cet empire, vous l'avez dit, de par sa taille, de par son étendue, se trouve comme un nœud, j'allais dire, de communication entre plusieurs espaces qu'il met en commun et qui permet de développer ce qu'on pourrait appeler du grand commerce, d'ailleurs. Et ça, on le perçoit dans la série, et c'est d'ailleurs pour ça que Marco Polo arrive à la cour de Kubilai Khan. Oui, absolument. Donc ça, c'est en fait, c'est un thème qui existe depuis assez longtemps dans l'historiographie. C'est le thème on appelait de la Pax Mongolica, de la paix mongole. Cette idée que voilà, quand même, les Mongols avaient soutenu les échanges de commerce en particulier, et que donc ça pouvait expliquer aussi en partie la prospérité de leur empire, même si c'était pour une période courte. Et donc ça, d'ailleurs, bon, évidemment, c'est un petit peu montré dans la série. Mais là aussi, il y a eu un renouvellement historiographique intéressant. En fait, le terme de paix mongole, Pax Mongolica, avec d'autres collègues, on n'en était pas très contents. Parce que d'abord, ça nous obligeait de nous focaliser sur le terme de paix à des périodes où on disait que ce n'est pas spécialement la paix. Ensuite, c'était un terme qui avait été clairement fabriqué à partir de Pax Romana, donc pas forcément adapté à cet empire nomade qu'est l'empire mongol. En fait, je pense qu'on peut peut-être mieux comprendre cette grande période, alors qui dure en gros des années 1250 jusqu'aux années 1350, jusqu'à la peste, ce qu'on appelle la peste noire ou la mort noire. Donc un long siècle, on pourrait l'appeler le grand échange mongol. Moi, je préfère l'appeler comme ça, ce que je fais dans mon travail, parce que je trouve que, en fait, ça nous permet de comprendre, en comparant un peu avec ce qu'on appelle en anglais the Columbian Exchange, le brassage, en fait, à la fois, pas seulement des objets de commerce, mais aussi des technologies, les échanges de population, aussi les échanges de pratiques alimentaires, les échanges culinaires, les échanges aussi, d'un point de vue là, plus dramatique, de germes et de microbes. Bien sûr, parce qu'il y a quand même une relation assez directe entre le développement de la peste au XIVe siècle et puis l'étendue du réseau commercial mongol. Donc, en fait, le grand échange mongol, je trouve que ça correspond beaucoup mieux ça nous aide mieux à comprendre ce dynamisme. Et aussi, j'insiste vraiment sur ce point, sur un point, c'est comment dire, il y a la structure politique empire mongol, mais ensuite ce que ça va générer comme donc on pourrait dire comme un dynamisme de globalisation. Donc c'est pas une globalisation à l'échelle du monde, ça n'a aucun sens de parler de ça, mais quand même au-delà même du continent, c'est une période de ce point de vue là d'échanges beaucoup plus globalisantes que la période précédente. Et même quand on parle des routes de la soie, etc., qu'on pense à une période plus ancienne, on n'est pas du tout dans les mêmes dimensions. Donc là, on est passé à une autre échelle. Et il faut vraiment distinguer les territoires directement dominés par les Mongols, en gros, et puis leur capacité à atteindre, en fait, à développer une sorte de sphère commerciale, économique et diplomatique, pas seulement commerciale. Enfin, de toute façon, c'est lié, et qui va là bien au-delà de leur territoire. Donc, il est tout à fait logique de travailler, par exemple, sur Venise ou sur ce qu'on appelle les républiques maritimes italiennes, quand on travaille aussi sur l'Empire mongol, parce que c'est dans la sphère, en gros, la grande sphère mongole, le grand échange mongol, ça en fait totalement partie. Travailler sur, bien sûr, sur tout le nord, sur ce qu'on appellera plus tard la Hanse, parce que il y a plein de présences de populations soit scandinaves, soit aussi germains, en fait, à l'intérieur de l'Empire mongol. Il y a plein de connexions aussi avec tout le sud. Donc, même si l'Inde, par exemple, politiquement, n'est pas dans la horde, dans les hordes mongoles, non, elle fait partie politiquement, économiquement de cette grande période un peu de globalisation. Donc, en fait, ça permet de distinguer les frontières de l'Empire de celles de ce phénomène beaucoup plus large qui est celui des échanges à la période
mi-13e jusqu'au mi-14e siècle. Et là-dessus aussi, bien sûr, il y aura certainement encore beaucoup de développement dans la recherche, en particulier grâce aussi aux travaux des archéologues, etc. Quand on travaille sur les objets des échanges, etc., c'est tout à fait intéressant. Voilà, si vous voulez, je terminerai là-dessus. Ce que je trouve important, c'est de plus scinder, comme on l'a fait avant, ou séparer, mettre à part l'économie du reste. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est d'étudier l'Empire mongol vraiment comme un ensemble où il y a une connexion entre politique, économique, social, religieux. Tout ça, il faut quand même essayer de l'embrasser comme, voilà, c'est un système et qu'il faut essayer de comprendre. Et mettre de côté complètement le religieux ou le politique ou l'économique, ça n'a aucun sens. Donc, il faut vraiment avoir une approche beaucoup plus générale de ce point de vue-là, même si ça peut paraître difficile, mais en réalité, c'est beaucoup plus cohérent. Donc voilà, donc il y a effectivement un lien entre voilà, ces grandes périodes de globalisation et puis l'Empire mongol au XIIIe, XIVe siècle. Quand on évoque, vous venez de commencer de le dire, l'Empire mongol, justement, on a quelques mots-clés qui apparaissent. Alors peut-être aussi, parfois, là aussi, il y a un certain fantasme occidental dessus, hein, autour de notamment de notions de route, hein, et avec parmi elles la route de la soie, et puis autour de notions là aussi de parfois de missionnaires, vous l'avez évoqué tout à l'heure, catholiques, mais aussi de marchands, comme Marco Polo, qui est ici l'occasion, à travers son nom, de faire une série, mais finalement, quand on regarde la série, elle est plus centrée sur Kublai Khan et le fonctionnement de l'Empire mongol que sur Marco Polo lui-même. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire autour de ces notions-là de route, de marchand, dans l'Empire mongol, Marie ? Alors, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Puis c'est vrai que c'est un point vraiment intéressant, cette idée qu'on a que Marco Polo est marchand. Parce que ça, bien sûr, il y a les investissements de sa famille. On sait qu'on a des informations sur un comptoir de sa famille qui se trouvait en Crimée au moment où, donc, enfin, en tout cas, autour des années 1250, etc. Donc, il y a les marchands, c'est une famille de négociants, d'accord. Mais Marco Polo, ce qu'il va faire finalement pendant presque 20 ans dans la cour du Grand Khan, c'est pas du commerce. En fait, il va travailler comme envoyé sur des missions, sans doute. On n'a pas énormément d'informations, on a très peu de descriptions de ce qu'il faisait voilà, en fait, réellement à la cour, mais il paraît assez clair qu'il se retrouve dans ce groupe très large des envoyés, des gens qui sont missionnés donc, par le pouvoir mongol à l'intérieur, donc, même dans les régions proches de la Mongolie, pour aller veiller je sais pas, au recouvrement des taxes, veiller à l'ordre local, etc. Donc c'est un agent en fait, en quelque sorte, du pouvoir mongol, et il ne fait pas du tout commerce, de commerce du tout en fait. Et alors ça, pour dire deux choses intéressantes. L'une, c'est que de toute façon, on a évidemment tendance, à cause du monde actuel, on a tendance à séparer, par exemple, les commerçants je sais pas, des hommes de religion, ou à penser que c'est un métier à part, ou des administrateurs. Or, dans l'Empire mongol, ceux qui ont un business, un commerce familial, etc., un réseau aussi, sont souvent recrutés par les Mongols pour travailler dans leur administration. Pour plusieurs, enfin, en tout cas pour deux raisons au moins. L'une, c'est que en général, ils parlent plusieurs langues et ils savent écrire. Et puis l'autre, c'est qu'ils savent bien compter. Et donc, du coup, ils sont intégrés. Donc, c'est tout à fait logique, d'une certaine manière, que Marco Polo soit intégré, en fait, à l'administration mongole, de ce point de vue-là. Maintenant, après, c'est pas pour faire le marchand dans l'Empire. Donc ça, c'est une chose. L'autre aussi, c'est que ça, c'est notre vision occidentale, bien sûr, peut-être, je sais pas, comment dire, la sympathie qu'on peut éprouver pour un personnage comme Marco Polo. On peut peut-être s'identifier à lui en tant qu'occidentaux, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que il n'était certainement pas un personnage extrêmement important à la cour mongole. C'est-à-dire qu'il faisait partie de groupes relativement proches de la cour. Il a certainement eu des missions officielles. Il y a beaucoup de descriptions dans son œuvre qui sont tout à fait correctes et qui font sens. Et donc ça, il n'est pas à mettre en doute qu'il ait travaillé de manière officielle pour le Grand Khan. Par contre,
Ce qui est sûr, c'est qu'il était un parmi d'autres. Un Italien parmi d'autres ou un Vénitien parmi d'autres et un, en tout cas, fonctionnaire, si vous voulez, de l'Empire parmi d'autres. Donc ça, évidemment, dans la série, il montre au contraire, c'est normal, c'est le rôle voilà, d'une narration un peu romanesque comme ça, de mettre en avant ce personnage-là. En réalité, il n'a pas dû non plus faire des choses voilà, extraordinaires. Voilà. Mais ceci dit, c'est vrai que c'était assez fascinant d'imaginer que dans cette fin de XIIIe siècle, on pouvait être né, alors il y a aussi, on a des cas de génois très très précis, donc né à Gênes ou à Venise et être employé par le grand Khan dans une région qui correspond à la Chine actuelle. C'est vrai qu'on n'a pas l'équivalent du côté occidental. Hein, voilà. Donc ça donne aussi une idée du fonctionnement de l'Empire mongol, de ce qui, voilà, d'accepter comme diversité leur manière de recruter, etc. Aussi, là, c'est pour les auditeurs qui ne connaissent pas très, très bien Marco Polo et qui veulent en savoir plus. D'abord, je les renvoie au texte lui-même qui a été retraduit en français récemment chez Drose. Et c'est un texte, enfin, la traduction, moi, je la trouve vraiment formidable. Elle a été dirigée par Joël Blanchard. Donc, allez vous frotter au texte, hein, vous verrez, c'est tout à fait passionnant. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur sa biographie, là, je vous recommande, par exemple, la biographie de Thomas Tanaz sur Marco Polo, qui est très, très détaillée. Alors, là, vous serez peut-être déçus, c'est qu'il y a très peu d'éléments sur personnel, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si, comme dans la série, on nous raconte qu'il va tomber amoureux, etc. Bon, tout ça, évidemment, on n'a absolument aucune information là-dessus dans le texte. C'est pas on n'en sait rien. L'homme Marco Polo, là, c'est un mystère. En tout cas, on peut en savoir plus à travers les sources à Venise, sur son testament, etc. Là, on peut savoir un peu plus sur l'homme, mais d'une certaine manière, mais pas à travers le dévisement du monde. Donc voilà. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que c'est un document exceptionnel sur l'organisation de l'Empire mongol à la fin du XIIIe siècle. Et il a été à une époque où il y a eu des discussions pour savoir si vraiment Marco Polo avait été dans l'Empire mongol, si certaines descriptions étaient mises en question, parce qu'il y a des éléments de merveilleux, hein, qui était très important aussi dans les textes à l'époque. Donc voilà, on a soulevé un peu cette idée que peut-être c'était c'était un faux, etc. Ce qui est certain, c'est que si on compare avec d'autres sources, différentes d'ailleurs produites dans l'Empire mongol, hein, on a et même des objets décrits par Marco Polo, on peut dire que c'est pas si c'était Marco Polo, mais il y a quelqu'un en tout cas qui a été dans l'Empire mongol qui le décrit quand même en partie. De manière très précise et très rigoureuse dans le dévisement du monde. Donc, c'est vraiment une source d'une grande richesse de ce point de vue-là. Voilà, mais bien sûr, encore une fois, prenons-le aussi, si on s'intéresse aux marchands ou disons à ceux qui ont fait carrière dans l'Empire mongol, prenons-le à titre comparatif, comparons avec d'autres récits marchands administrateurs religieux qui nous permettent un peu de comprendre comment comment les Mongols recrutaient pour leur administration. Et puis je terminerai là-dessus aussi, puisque là je parle de religieux, etc. Donc j'ai parlé de missionnaires. La période de l'Empire mongol, elle est extrêmement intéressante quand on s'intéresse aux ordres franciscains et dominicains, qui vont jouer un rôle important dans les relations entre les Mongols et le roi de France, par exemple, et la papauté, bien sûr. Et eux aussi nous ont laissé vraiment des descriptions tout à fait passionnantes de l'Empire mongol. Et on sait que les missionnaires ont été employés à la cour, dans les secrétariats, dans les cours mongols, pour traduire, par exemple, en latin ou en persan. Ils avaient souvent aussi, non seulement ils étaient lettrés, mais étaient capables souvent de parler plusieurs langues. Donc, ils étaient aussi employés par les Mongols. Donc, voilà, ça nous donne une vision d'un monde, en fait, quand même avec où les catégories qu'on pense un peu, où les frontières ne sont pas celles qu'on croit, voilà, socialement et autres. Donc, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail pour reconstituer ce qu'on peut, des pans de ce monde-là, mais je pense que depuis une vingtaine d'années, maintenant, on fait vraiment des progrès en précision. Voilà, et puis aussi, je pense que c'est aussi extrêmement intéressant de replacer, et important de replacer l'Empire mongol sur la carte
parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'en ai pas entendu parler à l'école, ni au collège, ni au lycée, alors que c'est quand même une période du monde extrêmement intéressante et qui touche quand même un continent entier, voire plus. Donc, c'est un peu étonnant que ce soit absent comme ça de l'enseignement, par exemple. Voilà, c'est sûrement des choses qui vont changer d'ailleurs. Marie Favreau, merci beaucoup. Et puis oui, les choses vont changer par vos travaux, par les travaux, peut-être aussi grâce parfois à la diffusion de séries, mais vos travaux là-dessus sont très intéressants parce que vous l'avez bien montré à travers toute cette émission. Il y a un vrai renouveau historiographique à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, vous avez fourni, comme tous les intervenants et intervenantes, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur la page de l'émission sur notre site histoireensérie.com. Et puis, si vous, les auditeurs, vous voulez discuter avec nous, échanger, vous pouvez suivre notre fil Twitter @histoiresérie et nous rejoindre sur le groupe Facebook de Histoire en série pour échanger sur les séries et puis sur l'enseignement de l'histoire ou sur la façon de faire de l'histoire. D'ailleurs, c'est très très intéressant là-dessus aussi, comme on peut le voir dans les séries. Vous avez aussi le résumé de l'émission sur le site de notre partenaire nonfiction.fr sur lequel vous pourrez aussi retrouver les liens pour aller écouter cette émission comme toutes les autres depuis le début. Marie Favreau, merci beaucoup vraiment pour cette émission qui a permis, je pense, et j'espère en tout cas pour les auditeurs, d'éclairer les connaissances, de mettre à jour les connaissances qui évoluent rapidement, historiographiques, sur ces empires, sur cet empire mongol, sur les différents régimes qu'il y a eu. Et on a surtout évoqué aujourd'hui, vous l'avez dit, bien sûr, la série Marco Polo qui se passe à l'époque de Kubilai, mais bien sûr, revenir sur ce qui s'est passé avant lui à l'époque de Gengis Khan. Et pour ce faire, je vous renvoie encore aux travaux de Marie. Merci beaucoup et puis à bientôt, j'espère. C'est moi qui vous remercie, Nicolas, et je vous dis à bientôt. Au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel launches to clear. Such a beautiful planet populated by a strangely animals. Unless I missed again, you want to more forever.